Et bonsoir à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est OK de votre côté. Comment allez-vous, messieurs, dames, pour ce live spécial Mandalorian? Alors, je sais pas si on sera beaucoup ce soir, mais beaucoup me l'ont demandé, notamment en off, de pouvoir faire un petit live spécial rétrospectif de la saison 3 de Mandalorian. Parce que c'est vrai que il y a quand même pas mal de choses à dire dans son ensemble. Pour cette saison qui est quand même assez particulière. Et je sais que beaucoup d'entre vous voulaient en discuter parce que ça a fait pas mal de débats, notamment vis-à-vis des derniers épisodes, notamment vis-à-vis du dernier épisode où beaucoup de gens l'ont trouvé tout juste passable, assez moyen, ce qui m'a énormément étonné. C'est vrai que pour le coup, les réactions quant au dernier épisode, relativement déçues. Il y a eu beaucoup de relations, pas de relations, mais beaucoup de retours un petit peu déçus de ce final et de la saison en général. Je suis assez perplexe, moi, sur cette saison 3 de Mandalorian. C'est pour ça que je voulais en faire un petit live. On n'ira pas sur un live de 3 heures, hein, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'en parler, surtout de débattre avec vous. Parce que je suis très mitigé sur cette saison. Pas en mauvais, pas dans le sens mitigé. Je suis en train de me poser la question si j'ai apprécié. Parce que globalement, j'ai apprécié. Majoritairement, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai bien aimés. Mais très, comment dire, j'ai trouvé cette saison très particulière dans le fait que ça a été assez paradoxalement l'une des plus structurées. Donc vraiment l'une des plus clean, c'est-à-dire que quand on regarde les saisons 1 et 2, on avait beaucoup d'épisodes filaires, on avait beaucoup d'histoires dans les histoires, beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages. Là, on a très peu de personnages, on a quasiment pas de caméos, quasiment pas de nouveautés en termes de protagonistes, etc. On reste vraiment sur un axe particulier. Donc on a une histoire avec un début, un milieu, une fin, voire une fin qui pourrait totalement être une fin de série, limite, et même pas une fin de saison. Et pourtant, même si elle est vachement plus structurée, et si elle est, je trouve, beaucoup plus ordonnée dans ce qu'elle a voulu proposer, c'est-à-dire l'émancipation des Mandaloriens et évidemment la reprise de Mandalore avec l'ascension de Bo-Katan, entre guillemets la liberté, mais vous voyez ce que je veux dire, de Mando, de Din Djarin, l'adoption de Grogu, etc. Bah, c'est une saison qui est quand même vachement moins audacieuse et quand même qui reste moins en tête que les deux saisons précédentes, notamment la deuxième qui avait, je trouve, fait le combo parfait entre des retours, des caméos, des easter eggs, des personnages forts, Ahsoka, Luke, etc., mais toujours en étant hyper intelligent, et ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus, je pense, d'épisodes marquants dans la saison 2, vraiment, hein, dans la saison 2, je peux déjà vous citer le premier, je peux vous citer le deuxième, évidemment l'épisode 5, le 6, le 8, enfin il y en a beaucoup, voilà, quand on pense épisode 1, c'est tout de suite le début de Mando dans un univers un petit peu délabré. L'épisode 2, c'est l'épisode dans la neige que j'avais beaucoup apprécié, moi, avec les espèces d'araignées des neiges. L'épisode 5, évidemment, c'est Ahsoka qui était fantastique. L'épisode 6, c'est le retour de Boba Fett, donc là, tu te dis, putain, les mecs, ils y vont vraiment fort. Et l'épisode 8, c'est le final avec Luke, enfin, où il y avait vraiment, voilà, dans la saison 2, si tu cherches les 3 meilleurs épisodes de tout Mandalorian, c'est au moins, je pense, on sera tous d'accord là-dessus, les épisodes 5 et 8 de la saison 2. Même le premier épisode de la saison 2 était stratosphérique, hein, avec les Jawa et puis l'espèce de gigantesque créature des sables là, puis enfin il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes. Et là, on arrive sur une saison 3 qui est quand même, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très très bon. Les épisodes 7 et 8 sont pour moi parmi les meilleurs épisodes de Mandalorian. Ils seraient même juste sur le podium, hein, après le reste. Et pourtant, c'est une saison qui reste en demi-teinte. Tout ce qu'on pense la plupart du temps, c'est est-ce que c'est la moins bonne saison? Alors que pourtant, j'ai trouvé que c'était la plus structurée. Et je suis d'accord, hein. C'est vrai que si on regarde les 3 saisons qui sont sorties, personnellement, c'est celle qui m'a le moins marqué. C'est celle, à mon avis, pour laquelle j'aurais le moins de souvenirs, pour lequel j'ai eu le moins d'empathie, le moins de séquences fortes, etc. Il y a eu 2 très bons épisodes pour le final, mais je trouve qu'on est quand même sur un momentum un peu moindre, et pourtant je trouve que c'est une des saisons les plus structurées, les plus ordonnées. Alors la question est, pourquoi, du coup, qu'est-ce qui manque à cette saison, selon vous? Et là je vais vous lire, qu'est-ce qui manque à cette saison 3 de Mandalorian pour, du coup, réussir à passer un cap?
Comme dit El Padre, hein, l'épisode 1 de saison 2 est plus épique que toute la saison 3. On a des bribes, hein, de temps en temps, on sent qu'ils essaient de refaire un petit peu la même chose que lors de l'épisode 1 de la saison 2. C'est, je sais plus dans quel épisode de la saison 3 où il y a une espèce de ptérodactyle géant là, qui kidnappe un gamin, et du coup tous les Mandaloriens vont aller essayer de le sauver, avec une espèce de mosasaure géant aussi dans une planète désertique. Enfin, on a des ersatz un petit peu de tout ça, et pourtant on n'arrive pas à vraiment passer le cap. Et c'est la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui manque pour vous? Déjà non, je vais vous poser une première question, comme ça au moins ce sera plié. Quelle note vous donneriez à cette saison 3? Voilà, comme ça, spontanément, une note sur 10. Groot enfant, j'ai pleuré, bah, c'était une évidence. C'était une évidence. Et le pire, je crois que c'est Maman Artworks qui l'a placé là, c'est pour te dire. C'est que limite, elle savait qu'il fallait que ce soit à côté de Groot et que ça allait forcément marcher. Maman Artworks la goat. Dire qu'on a le même, enfin c'est quand même un délire hein Léa, mais on a le même, c'est genre vraiment le même, exactement le même, il y avait la probabilité était tellement infime, c'est un truc de ouf. 6 sur 10, 6, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 8, l'épisode 5 de The Boba Fett, Mando saison 3. J'ai pleuré 2 fois du coup. Je te jure. Ce Groot de prestige. 5,75 sur 10, 9579 pour Sky, hein, c'est une bonne note sur 10, vraiment, là on a atteint un socle énorme. Je sais pas quelle note je le mettrais, moi je lui mettrais un bon 7, sachant que pour moi la saison 2 elle est à 9,5 sur 10, et la saison 1 elle est à 8. Donc effectivement pour moi c'est la moins bonne, et alors là c'est justement la deuxième question que j'ai envie de vous poser après avoir eu ces quelques notes. Qu'est-ce qui manque à cette saison 3 ? Qu'est-ce qui manque à cette saison 3 ? Parce que on a moins d'épisodes filaires. On a peut-être un petit peu plus de... Je pense notamment au conseil de l'épisode 7. Je pense à pas mal de références à Rebels. On a quand même pas mal de références à Star Wars qui sont des références entre guillemets et du Legend et du canon, mais d'autres séries qu'il faut connaître pour pouvoir les apprécier. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ils sont peut-être partis dans un truc un peu plus de niche, où ça a peut-être perdu certains spectateurs, parce qu'ils se sont dit « Ouah, je comprends plus rien. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup d'informations. » Et pourtant, c'est vrai que bah, on a un début qui est solide avec cette idée de Mando doit retrouver son credo, et retrouve son credo, il aide les Mandaloriens à repeupler Mandalore. De l'autre côté, on a l'Empire qui justement a des intérêts sur Mandalore, et il va y avoir ces deux segments-là qui vont graviter les uns en face les autres avec l'aide de personnes tierces, mais voilà, l'avènement de Bo-Katan, la fin de Mando avec Grogu, etc. Oui, je pense que c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on a un axe majeur que les 2 saisons précédentes n'avaient pas eu. Les 2 saisons précédentes partaient un petit peu partout. Alors que là, globalement, on a vraiment un axe seul. Et ils se sont focalisés sur quelque chose qui avait l'air de tenir à cœur de Filoni, etc. Parce que le peuple mandalorien, on sait qu'il adore ça. Là, il y avait vraiment... Si tous les épisodes étaient du niveau du 7 et du 8, je pense que globalement, ça aurait été une saison énorme. Si vous me demandez mon avis, pour moi, c'est effectivement beaucoup de références, alors que moi, je connais, parce que je me suis intéressé à Rebels, même sans regarder, puis je connais pas mal le Legend, etc. Bon, je pense qu'on était beaucoup à les connaître, mais pour quelqu'un, voilà, qui se dit, bon, le mythosaure, Throne, même des trucs comme ça, hein. Même Throne, t'as pas vu Rebels, tu ne peux ne pas savoir qui c'est. Il y a beaucoup de choses comme ça où tu te dis, putain, mais c'est qui ? Attends, mais je comprends pas, mais il y a machin, le conseil du fin de l'épisode 7, là, le capitaine, dans c'est quoi ? C'est Capitaine Hux ? Non, je me souviens plus. Enfin, le père du... Si, je crois que c'est le Capitaine Hux, qui est le père du général Hux, qui fait partie de la postlogie. Donc, tu sais, t'as beaucoup de choses comme ça à prendre un peu en compte, et tu peux vite fait te perdre. Je pense que peut-être ils ont perdu certains spectateurs là-dessus. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, très clairement, ça manque de Mando et Grogu. Quel est l'intérêt de Grogu dans cette saison 3 ? À 1 ou 2 épisodes près. Grogu qui était quand même tellement important dans les saisons 1 et 2. Et je vais vous dire un truc, le gros problème aussi qu'il y a eu avec Mandalorian, c'est déjà le traitement de Boba Fett. Le traitement de Boba Fett où tu replaces Mando qui récupère Grogu, mets-toi dans la tronche de quelqu'un qui se dit « Putain, je regarde le trailer, mais comment ça se fait qu'il est avec Grogu, il l'a récupéré ?» Et ça,
Même Marvel, je trouve très sincèrement, ça c'est l'idéologie Disney, mais même Marvel n'en est pas à ce stade-là. Tu vas regarder Ant-Man 3, enfin tu prends du courage pour regarder Ant-Man 3, mais tu regardes Ant-Man 3, tu regardes Kang, tu te dis bon bah ok, je peux comprendre à peu près ce que c'est. Peut-être un peu largué sur la scène post-générique, mais je peux comprendre à peu près l'enjeu. Pas besoin d'avoir regardé Loki pour comprendre le truc. Là, bah c'est vrai que si t'as pas vu, t'es obligé de regarder Bob. Et ça c'est je trouve, une très mauvaise... Enfin, c'est encore très paradoxal. Ça veut dire que vraiment, je trouve que l'univers de tout Star Wars vis-à-vis de Disney est très riche. Les personnages vont à droite, à gauche, etc. Je trouve que c'est très bien structuré, ça, y a pas de problème. Mais l'idée de devoir absolument tout regarder pour comprendre, là, déjà, ils se tiraient une balle dans le pied. Et pour ce qu'ils en ont fait de Grogu, justement, dans cette saison, je vous pose une question. Est-ce que pour vous, Grogu était utile dans cette saison 3 ? Ou est-ce qu'il fallait pas, pourquoi pas, le laisser avec Luke ? J'en suis arrivé à ce stade-là, et pourtant j'ai eu les larmes. Hein. J'ai eu les larmes quand il y a Din Grogu, et puis qui réussit à l'adopter, l'image de fin qui est très belle, etc. Mais même si le final vis-à-vis de Grogu et Din Djarin est beau et intéressant, ça manque d'une structure tout le long, parce que là, Grogu, c'est un sparring partner. C'est vraiment un sparring partner. Il est là, et j'utilise le mot sparring, j'en connais une qui doit être contente. Mais voilà, Enfin, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à voir, en fait, l'un des gros problèmes majeurs de cette saison, c'est qu'ils ont complètement mis de côté Mando. Alors, il y a tous ceux qui vont se dire, oui, on a mis de côté Mando, mais d'un autre côté, là, aussi, la série, c'est sur les Mandaloriens. Peut-être que c'était l'attrait de mettre Bo-Katan sur le devant de la scène. J'ai rien contre. Je suis un gros fan de Katee Sackhoff, je l'ai suivie dans beaucoup de choses qu'elle a pu faire, j'adore l'actrice, et je trouve qu'elle est super en Bo-Katan, c'est mérité aussi pour le fait qu'elle ait prêté sa voix au personnage dans Clone Wars. Mais enfin, en tant que spectateur, on peut attendre mieux de Mando. Comptons le nombre d'épisodes où Mando n'est qu'un faire-valoir, qu'a quasiment plus de dialogue, chose qui est quand même relativement intéressante. On n'a pas vu Pedro Pascal une fois. Est-ce que ça, pour vous, pareil, c'est un manque vis-à-vis de la série ? Parce que forcément, on est attaché à Pedro Pascal, forcément, on est attaché au personnage du Mandalorien, mais sans le voir une seule fois, il y avait une scène où tu pouvais, c'était quand il avait été enlevé. Je trouve qu'attends, putain, puis Grogu qui va sauver... Grogu qui va sauver... en tenue d'IG-12, là, etc., très 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 rapidement Mando, je trouvais que c'était un peu du gâchis, moi, qu'on aurait pu faire mieux vis-à-vis de ça. Mais ça manque d'une grosse confrontation, peut-être on lui aurait enlevé son casque de force, et sans les autres Mandaloriens autour, pourquoi pas dans cette séquence-là. C'est vrai que non seulement Mando est en second plan, et c'est hyper... dommage pour une série quand même dont il est le personnage principal, et surtout, le fait d'avoir on a un gros manque qui aurait été un manque à gagner si on avait vu au moins une fois Pedro Pascal. Je pense qu'effectivement, quand t'as un acteur de cette carrure-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je trouve que c'est une saison qui est très très bien structurée, mais qui manque d'ambition. Qui manque d'ambition, qui manque de surprise, qui manque de rythme dans beaucoup d'épisodes. Et je pense très sincèrement que c'est quelque chose dont il va falloir s'habituer grâce à Andor. La différence, c'est que Andor, l'intégralité était comme ça. Andor, c'est limite pas du Star Wars. Je pense à l'épisode 3, à Coruscant. Qui parmi vous a aimé l'épisode 3 à Coruscant dans Mandalorian et qui a trouvé que ça n'avait rien à foutre là-dedans ? Parce que je peux aussi poser la question. L'épisode 3 de Mandalorian à Coruscant avec d'autres personnages où c'est très 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 lent, on a l'impression de limite de pas voir du Star Wars parce que c'est complètement autre chose de ce qu'on voit d'habitude. Moi, je trouve ça très riche et très intéressant. Est-ce que ça avait sa place dans Mandalorian ? Oui, par rapport au scénario. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un style, dans un registre complètement différent. N'oublions pas que... Quel était le genre... Pareil, enfin, je veux dire, on a complètement perdu, je trouve, dans cette saison, l'âme pure du genre filmique qu'avait le Mandalorien. Je vous pose une question comme ça, spontanément. Quel est le genre cinématographique que vous affilieriez à Mandalorian ? Genre comédie, action, machin, ceci, cela, pour voir si on a à peu près la même vision. À un épisode près, je parle pour les 2 premières saisons, à un épisode près. Et encore, et encore, et encore. Parce que bon, vis-à-vis de Michael Biehn, il y en a quand même un énorme. Et ça, c'est dommage, parce que pour le coup, on l'a plus du tout dans cette saison 3, et je trouve que le revirement de situation fait qu'on a limite l'impression de voir un spin-off, parce que pour le coup, on n'est plus du tout dans la même thématique. Quête FedEx dans l'univers Star Wars. Non, il y en a beaucoup qui le disent. Moi, je suis d'accord, c'est western.
On a plus ce western, on a plus cette ambiance western, on a plus ce registre western qui y avait dans toute la saison, qui était le cas dans la saison 1, qui était le cas dans la saison 2, beaucoup plus orienté dans la saison 2, qu'on retrouve pas particulièrement dans Boba Fett non plus, à part vis-à-vis de Cad Bane quand il y a l'affrontement avec Boba, mais c'est vrai qu'on manque de ce registre-là. Je pense que le revirement de situation a perdu beaucoup de gens. Faut appeler John Ford Imo. Ah bah si, Io, faut appeler John Ford. J'adore Io. Io, c'est exceptionnel. Genre, j'ai la réponse maintenant. J'ai l'impression d'avoir pris trop de skills d'un coup avec cette phrase. Il y avait un côté de John Ford. Il y avait un côté de John Ford, il y avait un côté de Sergio Leone. Ce qui était intéressant avec Mandalorian, et Léa le souligne très bien, d'un autre côté... Si je devais compter le nombre de choses que Léa ne soulignait pas bien, ça arrive quand même très 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 rarement. C'est pour avoir un sourire, ça vous inquiétez pas. Mais l'avantage dans les 2 premières saisons de Mando, c'est que t'avais du John Ford, quelque chose de lent, assez contemplatif, l'esprit de famille, et t'avais du Sergio Leone, spaghetti, avec vraiment les face-à-face, les duels, notamment Mando contre Michael Biehn. Enfin voilà, t'avais tout le premier épisode aussi, avec les gros plans, les choses comme ça. Il y avait des choses hyper intéressantes, même dans la structure de mise en scène. Là, voilà, c'est quand même autre chose. Ah, c'est pour avoir un sourire, mais c'est une vérité divine. Enfin, je veux dire, voilà, on sait que, j'allais dire, on nous regarde, mais enfin, comme on est le regard, tu vois ce que je veux dire, je regarde vers le ciel. Il n'y a pas eu trop d'enjeux dans cette saison. Il y en a un. Alors, il y en a un ou deux, disons. Moi, je trouve que les principaux manques d'enjeux sont liés au Mandalorian, ça c'est une évidence. Mais sinon, derrière, il y en a deux. Il y en a 2 principaux. C'est la conquête de Mandalore par Bo-Katan, et avec en prime donc le regroupement des Mandaloriens et leur rédemption. Et de l'autre côté, l'Empire. Ben alors, c'est pareil. Je vous pose la question. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'on va retenir de Moff Gideon ? D'un point de vue de personnage, l'acteur est super, hein, Giancarlo Esposito. Est-ce que vous l'avez pris comme une menace crédible dans l'ensemble de ces 3 saisons ? C'est là où, pour moi, ça manque de quelque chose. Il fallait, je pense, aller plus loin. Et si les saisons 7 et 8, les épisodes 7 et 8, pardon, étaient super riches, je trouve que c'est les premiers. C'est les premiers qui vont peut-être poser problème. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'était pas mort et que c'était peut-être un clone, etc. Enfin, je veux dire, on va le battre combien de fois ? C'est ça le problème. C'est même s'il n'est pas mort, on va le battre combien de fois ? Dans la saison 1, il est battu. Dans la saison 2, il est battu. Dans la saison 3, son clone est battu. Il est toujours en repli, ses clones ont été pétés, que ce qu'il soit mort ou pas, je veux dire. Il est toujours mis en position de défaite. Il a jamais tué un personnage principal. Ce n'est pas une menace importante. Que ce soit lui ou pas, je veux dire, de toute façon. On va le revoir encore une fois. Enfin, moi, je pense qu'il est mort. Honnêtement, putain, si dans la saison 4 de Mando, ils me disent « Ouais, il est revenu », ouais, bah attends, dans la saison 1, et on croit qu'il est mort, au final, il est pas mort, il sort de son T-Fighter. Dans la saison 2, il est pas mort. Dans la saison 3, on pense qu'il a disparu, on le revoit à la fin, finalement, il meurt. Allez, non, si à un moment donné, le mec, il meurt jamais... Moi, je trouve que c'est... je trouve que c'est dommage. Quels étaient les enjeux des saisons 1 et 2, à part les PRN de Din et de Grogu, qui, pour le coup, servaient vraiment juste à être mignons. Ah bah non, moi je trouve que dans la saison 1 et 2, il y avait tout un enjeu. Déjà, l'enjeu principal, c'était de montrer une série basée sur les chasseurs de primes, notamment vis-à-vis de Mando. Il y avait aussi l'enjeu de récupérer Grogu, où on se dit, ah bah effectivement, il y a peut-être encore quelqu'un de son espèce, qu'est-ce qu'on va en faire ? On doit l'amener à des Jedi, il y a des tas de péripéties différentes, il y a l'enjeu aussi de la rédemption autour de Boba Fett, il y a l'enjeu du retour de Luke, il y a la rencontre avec Ahsoka qui va amener à d'autres éléments derrière. Moi je trouve qu'en termes d'enjeux phares, les saisons 1 et 2, elle est peut-être un petit peu trop souvent partout, mais alors pour le coup, c'était quand même quelque chose. C'était quand même quelque chose. Là c'est vrai que bon, et pourtant, je suis d'accord que il y avait beaucoup d'enjeux, mais c'était des enjeux pas bordéliques, mais un petit peu partout, on savait pas où on allait mettre les pieds. Là, on se dit, il y a que 2 enjeux phares, donc c'était vachement intéressant, en fait, de n'avoir que 2 points de vue, c'est-à-dire l'Empire et les Mandaloriens. C'est peut-être trop peu, parce qu'il y a une absence de rythme, parce que
Je trouve qu'il y a un manque d'ambition, il y a un manque d'âme qui était l'âme de Mandalorian. Il y a un concept qui est intéressant, hein, mais qui est trop abrupt. Je trouve que le changement de style est trop abrupt. Et puis, il y a surtout le manque de Mando et Grogu. Et pourtant, c'est une saison que j'ai aimée. Là, on parle évidemment des points négatifs, mais on pourrait parler des points positifs aussi. C'est une saison que j'ai globalement appréciée, avec des épisodes 7 et 8 qui sont très très forts, avec une Bo-Katan qui est sur le toit du monde, vraiment, avec justement 2 enjeux qui sont bien travaillés, avec une conclusion de saison qui ferait presque de conclusion de série, où tout est à sa place. Si on pouvait le rester comme ça, je pense que tout serait à sa place. Et puis une lettre d'amour au peuple mandalorien qui était intéressante. Maintenant, derrière, bon, il y avait peut-être mieux à faire. Moi, je vous le dis, c'est le problème, le problème, c'est l'absence de Mando. Le pire, c'est le flashback avec Grogu qui sert à rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À quoi sert-il? Je veux dire, ça... On avait déjà eu, je crois, dans les saisons 1 ou 2, des bribes du temple Jedi avec Grogu. À part pour dire au mec qui jouait... Jar Jar Binks, bon bah écoute, tu vas reprendre ton rôle que t'avais là dans une émission de télé où tu jouais un Jedi pour service rendu, et puis du coup ça fera un petit caméo sympa. Mais quel était l'intérêt? Pourquoi ça, tu l'as pas mis dans la saison 1 ou dans la saison 2? Je crois que c'est dans la saison 2, ou peut-être même dans Boba Fett, je me rappelle plus. Au moment où on voit le temple Jedi et où globalement on va parler de Grogu. Parce que là, quel est l'intérêt pur? C'est vrai qu'il y a aucune... Là, pour le coup, vis-à-vis de Grogu, il y a aucun enjeu. Il est là, il est mignon, il fait 2-3 trucs, et il y a un manque, il y a un vrai manque, comme le manque de Mando. Et puis c'est vrai qu'il a été sauvé du temple, voilà, quel était l'intérêt, tu vois, de montrer vraiment par qui il avait été sauvé? À moins que ce soit par quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus surprenant. Parce que j'imagine, en fait, le souci c'est que on est quand même dans une saison où j'ai mal au cœur pour tous ceux qui avaient fait des théories, quoi. C'est là aussi où on se dit que ça fait un peu service minimum, même si la saison est bonne et même si le final je l'ai trouvé excellent. Il y a un truc qu'on peut pas nier vis-à-vis de cette saison 3, c'est que d'un point de vue de visuel, d'esthétique et de mise en scène, c'est irréprochable. La photographie et le visuel de la planète Mandalore, la manière dont ils filment Coruscant, c'est stratosphérique. On atteint du cinéma avec Mandalorian. On est vraiment sur des épisodes qui mériteraient d'être au cinéma. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a le reste. Il y a le reste. Je veux dire, là, t'arrives sur cette séquence-là avec Grogu. Beaucoup de gens s'étaient fait des théories. Ah, c'est peut-être Mace Windu. Ah, c'est peut-être un tel. C'est peut-être un tel. L'épisode final. Ah ouais, on aura peut-être Han Solo. Alors, je sais même pas d'où ça venait, ça, mais on aura peut-être Han Solo, Leia, etc. Ça pourrait être toi. On aura peut-être le retour de Boba Fett. Je pense que les gens en ont fait des litres pour pas grand-chose. Parce que très sincèrement, quand tu regardes la saison, il y a vraiment des gens qui y croyaient au retour de Boba, de Han. Qu'est-ce qui serait venu foutre là? Qu'est-ce que Boba Fett, vu ce qui s'est passé vis-à-vis de Boba Fett, qu'est-ce qui serait venu foutre là? Qui l'aurait appelé pour le final, pour aider le peuple de Mandalore? Qu'est-ce qu'il en a à branler, lui? C'est, voilà, Boba Fett, il est sur Tatooine, à part, éventuellement, pour dire, ouais, Mando m'a aidé une fois, je vais lui donner l'appareil. Oui, mais quand est-ce que tu veux que Mando appelle Boba pour de l'aide? C'est pas possible. Han Solo et Leia, etc. Bon, ok, tu voulais les voir quand là-dedans? À quel moment les rebelles vont aider les Mandaloriens? Ce n'est pas possible. Le seul caméo qui aurait été intelligent, c'est peut-être une scène post-générique avec l'amiral Throne pour teaser Ahsoka. Mais on voit encore que ça, ils l'ont pas fait. Ça fait très longtemps maintenant qu'on n'a pas eu de projet Star Wars où il n'y a pas de scène post-générique. La saison 2 de Mandalorian en avait, Andor en avait, même Boba Fett en avait une. Boba Fett en avait une? Non, je crois pas que Boba Fett en avait. Mais la saison 2 du Mandalorian en a une, la saison d'Andor en a une, bah là, on n'en a pas. Alors pareil, est-ce que c'est un peu un aveu d'échec bah pour l'instant, en fait, on sait pas trop de quoi on va vous parler. Même si Jon Favreau nous dit, vous inquiétez pas, la saison 4 est écrite. Il peut y avoir du potentiel. Et pour le coup, des personnages... des personnages comme... comment dire, des personnages comme Han et Leia, etc., auraient plus de chances d'arriver dans la saison 4 si vraiment on voulait les mettre. Parce que bah, maintenant, Mandalorian décide d'être chasseur de primes, ou en tout cas d'aider la Nouvelle République. Donc ça pourrait être intéressant.
Mais sinon, derrière, je trouve que vraiment, on a un manque énorme vis-à-vis de Mando et de Pedro Pascal. Si, dans Boba Fett, il y a le Marshal dans la cuve de Bacta. Ah oui, c'est vrai, exact. Exact, exact. Oui, j'avais oublié cette séquence-là. Bah, faut dire que Boba Fett... Est-ce que c'est vraiment un mal d'oublier Le pire, c'est que je suis un fan absolu de Boba, quoi. Depuis le début, je fais chier tout le monde. Boba, le personnage est incroyable. Je l'avais mis limite dans ma tier list dans les GOAT. La série était pas encore sortie. Hein. Ouah, putain, quand il est revenu dans Mandalorian, j'étais trop chaud. Le mec est sparring partner dans sa propre série aussi, hein, très sincèrement, parce que bon, faut le dire, les 2 meilleurs épisodes sont ceux sur Mando. Enfin, bon, c'est un peu triste. Même en termes de réal, je disais, la mise en scène, toutes ces choses-là étaient hyper intéressantes. Je trouve que on n'a pas tiré suffisamment des réalisateurs qui travaillaient là-dedans, notamment Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard, quand elle est arrivée dans le Mandalorian saison 1-2, elle a fait des masterclass. Même Boba Fett, elle a fait une masterclass. Tout le monde est d'accord pour dire que quand elle s'occupe de Star Wars, c'est énorme. Là, je saurais même plus vous dire quel épisode elle a fait. Parce que globalement, on n'a pas ressenti cette patte, cette technique, ce côté féerique, coloré, comme elle a l'habitude de le faire, etc. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, hein, et pourtant, c'est vrai que c'est un peu la déception qui prédomine. Alors, par contre, c'est largement au-dessus de Kenobi, hein. À part pour Bebu Skywalker, là aussi, c'est une référence à peine cachée, l'utilisation du mot Bebu. Mais à part pour Bebu et Anakin, ouais, globalement, Kenobi, moi, j'ai trouvé ça beaucoup moins bon. Mais soyons tout à fait honnêtes, on peut se coucher de bonne heure, à mon avis, on n'aura pas une série qui sera moins bonne que Kenobi avant un moment. Hein. Franchement. Hein. Et, putain, le seuil de somme de Kenobi, je pense qu'à mon avis, et le seuil de fainéantise et de déception qu'a eu Kenobi, vous pouvez screen et puis vous pourrez remettre ça sur Twitter ou sur les réseaux sociaux si jamais je dis de la merde. Mais ça me paraît quand même compliqué d'avoir moins bon que Kenobi, hein. À choisir, je préfère Kenobi à Boba Fett. Ah, moi, je préfère Boba Fett. Boba Fett, il y a 2 épisodes qui sont excellents, même si c'est pas sur Boba. Et le final est hyper intéressant, rien que vis-à-vis du Rancor. Et le Boba Fett, quand t'arrives avec les Tusken, c'est plutôt intéressant. Même quand il revient dans le Sarlacc, le côté horrifique, c'est cool. Globalement, la série est très moyenne, mais il y a des séquences qui marquent. Kenobi, il y a que l'épisode 5, les gars. Et le reste, c'est que de la fainéantise. Ah, il se passe rien, hein, dans Kenobi, hein. Kenobi, c'est un chevalier Jedi qui reste bloqué devant un péage, alors que le péage, il fait 3 mètres et puis qu'il peut le contourner. Alors, à partir de ce moment-là, c'est violent, hein, Kenobi, hein. Il y a, franchement, ouais, à part Ewan McGregor, qui est très bon, et Hayden Christensen, ça fait plaisir de le revoir, avec les petits caméos, les flashbacks, etc. Et puis le fait qu'il est quand même plutôt bon, et pour l'acteur, c'est intéressant. Et puis surtout, voilà, ouais, comme dit Bassem, Kenobi, il y avait quand même beaucoup de pression, quoi. Il y avait beaucoup de pression. Ah, t'es pas sûr. Boba Fett, à la rigueur, tu le loupes. Bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Boba Fett, il est surcoté parce que tout le monde le kiffe, alors que, globalement, c'est juste une image avec 3 dialogues. Bon, moi, j'en ai fait une vidéo, pourquoi je le trouvais incroyable, Boba Fett. Si jamais, hein, ça, elle est toujours en ligne. Bon, la série était pas sortie à l'époque, mais elle est toujours en ligne. Moi, j'avais fait une vidéo sur pourquoi Boba et Django sont des légendes. Donc, je vous incite à aller la voir. Mais, alors que Boba n'a pas de parole, mais moi, je trouve que c'est un monstre. Mais bon, si tu loupais cette série-là, pour tous les gens qui se disent « Wow, Boba Fett, on s'en fout un peu », ok, pas de problème. Par contre, derrière, tu peux pas louper Kenobi. Bah, il y a Hayden, mais Hayden, c'est la raison pour laquelle la série passe de 2 à 4. Je lui mets 4 sur 10, moi, à Kenobi, pas plus. Mais s'il y a pas Hayden Christensen, elle passe à 2, quoi. T'as pas du mal avec le charisme de Diego Luna? Non. Je l'avais dans Rogue One. Rogue One, je le trouvais mauvais. Je comprenais même pas qu'on fasse une série sur lui, parce que je me suis dit... Bah putain, il y a tellement plus intéressant, en fait, dans Rogue One. Genre, littéralement, tous les personnages sont plus intéressants que lui dans Rogue One. Qu'est-ce que vous allez me faire chier avec une série sur lui, là? Diego Luna, en plus, Et pourtant, dans la série, je l'ai trouvé très bon. Très juste. Très humain. Dans une série très humaine et anti-Star Wars. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment. Boba et Kenobi étaient pensés pour être des films avant l'échec de Solo. Ouais, oui, mais après, ouais. Ouais, qu'est-ce que t'aurais raconté en un film? Jack Kenobi, il se passe rien en 6 heures.
Alors si tu faisais un condensé, d'accord, mais si c'est pour avoir un condensé de la même qualité, et Boba Fett, tu pouvais pas. Ou alors si, Boba Fett, tu supprimais tout ce qu'il y avait autour du Mandalorien. Mais je pense qu'à mon avis, à l'époque où c'était considéré comme des films, c'était pas du tout le même scénario. Maintenant, c'est pas... Je veux dire, le problème reste le même, les séries sont loupées. Enfin, je veux dire, Boba Fett, j'irai pas jusqu'à dire que c'est loupé, parce qu'il y a rien techniquement qui donne envie de tirer une balle. Disons que c'est très moyen. Kenobi, c'est loupé. Kenobi, c'est loupé, parce que putain, j'en avais fait des lives. Souvenez-vous que toutes les semaines, on se disait, allez, on prie, putain, ça y est, ça va décoller. Allez, ça y est, ça va décoller. Allez, ça y est, ça va décoller. T'es là, tu te dis, putain, gros, on est à la fin de l'épisode 4, il en reste que 2, ça décolle quand? Alors, l'épisode 5 était bien, le 6 est une fraude. Le 6 est une fraude. Qu'on me dise pas que le combat final entre Vador et Kenobi, Kenobi, il est bon. Il tient en quoi? Il tient simplement parce qu'il y a un discours qui est pas trop mal entre les deux à la fin, et que t'as Hayden Christensen et que t'es ému parce que le mec joue bien. Mais putain, même Kenobi qui lui dit à la fin au revoir Dark, frérot, qu'est-ce que je trouve ça con, moi, qu'il l'appelle Dark. Vraiment, hein, au revoir Dark. Ça n'a aucun sens. Avec la caméra qui tremble, c'est une fanfiction, les gars. Il y a des fanfictions sur YouTube qui sont de meilleure qualité que ça, qui sont mieux filmées, hein. Kenobi, le problème, c'est que c'était mal filmé. Les réalisateurs étaient mauvais et la scénariste était mauvaise. La showrunneuse était mauvaise. Fallait pas filer ça à ces gars-là. De toute façon, je pense, Kenobi, pour moi, ne pouvait être donné qu'à une seule personne. Je pense. On va voir si vous trouvez à qui je pense. Si tu devais faire une série sur Kenobi, le showrunner et le scénariste de Kenobi, pour moi, il y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire. Je vous laisse. Et la première personne qui trouve, je m'arrête là. Et c'est John Watts. C'est évidemment David Yates. Ce bon vieux David Yates, c'est le réalisateur des meilleurs Harry Potter. Le 5, le 6, le 7 partie 1. Vous avez probablement de très grands souvenirs de sieste pendant ces films. Mais ça y est, il a été dit. Alors, c'était pas con au niveau de Gareth Edwards, le gars de Rogue One. Ouais, maintenant, Gareth Edwards dans un truc comme Kenobi, non, c'est George Lucas. C'est Jean-Luc... Putain, c'est Jean-Luc Godard. Alors attends, parce que déjà Kenobi c'est chiant. Alors mis par Jean-Luc Godard. Mis par Jean-Luc Godard. Fun fact d'ailleurs, les seuls films que j'aime bien de Godard, c'est là où il y a Jean-Paul Belmondo. Comme quoi, décidément, tout nous rapproche quand même, parce que Jean-Paul Belmondo, faut quand même rappeler que c'est un goat absolu. Mais oh non, Godard, waouh, putain. En plus, ça aurait été une série où tu sens que le mec se masturbe sur lui-même pendant 6 épisodes. Ah non, ça aurait été pénible. Non, c'est George Lucas. C'est George Lucas, c'est le seul... C'est le seul mec... comment dire? C'est le seul mec qui a cette vision de la prélogie telle qu'il l'avait. Alors après, t'aurais pu le donner à Dave Filoni, qui a fait un très bon travail sur Clone Wars. Mais là, Kenobi, Hayden Christensen, c'est lui qui a manœuvré tout ça, qui a choisi les mecs, c'est ça. Il connaît tout par cœur, c'est lui qui a tout façonné. Même s'il a vendu ses trucs. J'aurais été Disney, en tout cas les gérants de Star Wars, etc. J'aurais été Disney, je serais allé chercher Lucas en disant « On veut que tu travailles au scénario. On veut que tu travailles au scénario, voire potentiellement showrunner, peut-être pas à la réalisation, peut-être un seul épisode. Mais voilà. Il y a des projets, pour moi, c'est Dave Filoni. Mandalorian, Ahsoka, etc. Ça doit être donné à Dave Filoni. C'est lui, c'est Clone Wars, c'est Rebels, c'est ses bébés. Pour moi, un truc comme Kenobi devait être donné à George Lucas. Boba Fett, à la limite, c'est la grande incompréhension, parce que Boba Fett, le donner à Robert Rodriguez, c'était vachement bien. Mais d'un autre côté, Robert Rodriguez, je vais vous sortir une vidéo sur Union en Enfer pour vous dire que le mec, en fait, c'est un très bon, hein. Comment tu veux te dire, aujourd'hui, ouais, Robert Rodriguez, c'est un bon réalisateur, franchement, trop cool. Mec, il a fait Boba Fett, mais je pense qu'à mon avis, on lui a rien donné comme possibilité. Il faut quand même considérer un truc vis-à-vis de Robert Rodriguez. Tous ceux qui disent que Robert Rodriguez, il est pas bon, n'oubliez pas que il a fait Desperado, il a fait Une nuit en enfer, il a fait El Mariachi avec 7000 $, et tous ces trucs-là. Putain, si tous ces trucs-là, tu donnes la possibilité en fait à Rodriguez de dire frérot, carte blanche, fais-moi Boba Fett tel que tu le sens, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui. Pour moi, le gros souci qu'a eu Boba Fett, c'est vraiment qu'à mon avis, Robert Rodriguez a été bridé. Il a fait Sin City aussi. Alors, il y a beaucoup de trucs où c'est en coalition avec Quentin Tarantino, notamment Une nuit en enfer, qui a été entièrement scénarisé par Tarantino.
Même au niveau de la réal, hein, tu sens que le début du film c'est très Tarantino, puis après ça redevient sur du Rodriguez. Mais même Planète Terreur ou des trucs comme ça. Mais le truc de Planète Terreur, c'est que c'est pas du western. Une nuit en enfer, t'as pas ce côté western, mais t'as le côté un petit peu aride, chasse à l'homme, etc. Tu vois, bon, thriller, qui aurait pu être hyper intéressant avec Boba Fett. Et El Mariachi et Desperado, c'est des purs westerns d'action moderne, etc. Ah là, tu te dis, ouais, sur du Boba Fett, ça peut être lourd, quoi. Moi, franchement, quand j'ai su que Robert Rodriguez s'occupait de ça, je me suis dit, putain, tu feras des lives pour la série Ahsoka. Je sais pas encore. Pour la série Ahsoka. Je sais pas encore. Dans l'idée, j'étais parti sur le fait que je vais bientôt faire un live de 30 heures sur YouTube fin juin, qui serait mon tout dernier live sur YouTube. Mais finalement, comme YouTube, je vais continuer. J'étais censé arrêter la chaîne YouTube en octobre. Je vais continuer jusqu'en décembre. Alors, est-ce que je continuerai pas quand même les lives YouTube pendant ce laps de temps? Le live de 30 heures, je sais qu'il le sera, mais ce sera peut-être pas le dernier. J'en sais rien, je vais voir. Mais je peux pas vous dire pour l'instant. Après Book of Boba Fett, je pense que les gens m'attendaient beaucoup trop. Même pas, hein. Même pas, hein. Je pense même pas, parce que en vrai, c'est pas un personnage qui intéressait beaucoup de gens, et Robert Rodriguez n'est pas aimé, hein. La série dans le désert intéressant avec Boba et Mando, les effets spéciaux sont très cool, notamment leur encore, après la réelle est quelconque. Ah mais moi je suis d'accord, je déteste pas Anaclus Mos Boba Fett. Je l'ai dit, moi je préfère Boba Fett à Kenobi par exemple, parce que Boba Fett, les 2 épisodes sur Mando sont excellents, vraiment excellents, que le final avec Boba est très bon. Le seul problème c'est que sur une série qui parle de Boba, il est pas suffisamment mis en valeur. La réal est vraiment pas très bonne sur beaucoup d'épisodes, notamment ceux sur Boba. C'est assez lent, il se passe pas grand chose et c'est feignant. C'est un peu le problème que j'avais. Tu fais une série sur Boba, pour moi ce qui se passe sur Tatooine c'est la moitié de la série maximum. Boba étend ton héritage, reprends ta chasse à la prime, étend ton royaume. Moi c'est ça que je voulais. Aller sur Tatooine, mais ça c'est un problème qu'il y a avec beaucoup de choses qui concernent Star Wars en général. On a oublié limite que... Enfin j'ai l'impression que Star Wars c'est que Tatooine. Genre il y a Tatooine et puis voilà. Heureusement que d'un autre côté il y a Mandalorian qui nous emmène sur Mandalore, etc. Même si ça avait déjà été vu. Mais tu te dis, frère, tout n'est pas forcément censé être sur Tatooine, quoi. Il y a d'autres planètes que Tatooine. Et j'ai trouvé que Boba Fett, voilà, bon, c'était bien au début pour le côté garde cartel, mais même là-dessus, je trouve que c'est un peu feignant. Parce qu'on n'a pas grand-chose, on a des meetings, des réunions, des trucs comme ça, mais je vous incite encore une fois à revoir ce qu'a fait Robert Rodriguez. Même ce qu'a fait Robert Rodriguez dans la série Une nuit en enfer, où là, pour le coup, les trucs de cartel, de gang, de vampires et tout, dans la série, c'est trop top. Là, c'était trop faible, en fait, c'était le service minimum. C'est ça que j'aime pas avec Boba, c'est que c'est peut-être le service un petit peu minimum, quoi. Mais ouais, pour revenir à Mando, je trouve qu'il y a quand même une... Bah, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un manque. Il y a quand même un manque sur une saison qui était très bien structurée, qui a mis totalement sur le devant de la scène Bo-Katan, qui a eu certaines séquences très très fortes, mais qui manque, comme qui dirait, d'un petit je ne sais quoi. Qui ferait la différence. Voilà, qui manque peut-être de moments marquants, de moments cultes. Je vous pose la question dans le chat. Dans la saison 3 de Mandalorian, quelle a été pour vous la scène la plus marquante? Parce que, bon, de mon côté, il y en a 2. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a la mort du bras droit de Bo-Katan face aux Prétoriens, qui est quand même vachement puissante, notamment avec Mando juste avant et son lance-flamme. Et il y a Grogu. Oh, ça, c'est trop bien, ça. Il y a Grogu. Enfin, il y en a 3. Il y a Grogu qui utilise la force dans les flammes là, pour sauver Bo-Katan et Mando. Ce plan-là est extraordinaire. Et il y a la fin. Il y a la fin où, limite, j'ai un peu les larmes aux yeux en me disant ça y est, c'est fini, quoi. Je dis au revoir à un personnage que j'adore. Genre Mandalorian qui est là, comme ça, western. J'en avais parlé d'ailleurs à Léa. Par message sur Insta. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont joué au jeu Red Dead Redemption? Le premier. Parce que honnêtement, j'ai l'impression de voir un peu Red Dead. C'est-à-dire John Marston, il retrouve sa ferme, et puis tout va bien jusqu'à la grange. Pour tous ceux qui ont joué au jeu, jusqu'à la scène de la grange. Et en fait, j'ai peur
que la saison 4 de Mando soit pareille. Avec une fin aussi positive de la saison 3, je serais prêt à parier cher que Mando va mourir. Que ce soit dans la saison 4 ou à la fin. Je ne vois pas un monde où Mando se sort vivant du Mandoverse. Sur Instagram, par message privé, sur une messagerie rapide, par Minitel, par fax. C'est vrai qu'on discute, très, très régulièrement, même sur Wanadu. J'ai quand même sorti Wanadu. Je sais même pas si ça existe encore, ça. Sur Wanadu. Par courriel sur l'intranet. On a discuté sur laposte.net. Putain, les cours de techno en 6ème quand tu devais te créer une adresse laposte.net. Tu me fais flipper, vieux. Ouais, non, mais même moi. Même là, moi, Wanadu, waouh, c'est chaud. Par pigeon voyageur, par signaux de fumée. Bah en fait, la saison 4, pourquoi faire avec cette fin? Bah c'est une série qui pourrait largement suffire là-dessus. Après, il peut y avoir plusieurs axes sur la saison 4. Il va commencer à travailler... Je pense que Mandalore, on peut le laisser de côté. Hein. Et oui, je t'ai appelé vieux comme si t'étais mon... Ouais, non, mais j'ai vu que je m'étais fait friendzone, donc tant pis, c'est pas grave. Hein. Je m'en fous, je vais pas loin, j'ai l'habitude qu'on se lasse de moi, tant pis, c'est pas ça. Je m'en fous, hein. J'ai envie de dire une de perdue, bah ça fait une, tant pis. Ça aurait été bien le temps que ça aura duré. Hein. Je m'en fous, c'est pas grave, hein. Je vais pas pleurer. Hein. J'ai mon Groot et de toute façon, voilà, ça me servira à noyer mes larmes dans un océan de solitude, c'est pas, je m'en fous. Soit je m'en doutais. Hein. Une de perdue quoi? Vas-y, va où pour moi? Bah une de perdue, ça fait une. Attends, c'est dans quoi ça déjà? Une de perdue, ça fait une. C'est une ref à une série, mais je me souviens quoi. Je me souviens plus quoi. Tu sais, comme qui dirait, une de perdue, bah ça fait une. Je crois que c'est dans Aga une fille encore. Je regarde beaucoup Aga une fille en ce moment. Mais tant pis, c'est pas grave. Ne dis rien, Léa, sur le fait que maintenant je suis ton bro et que j'ai été complètement friendzoné. Tant pis, hein. Tant pis, bref, c'est à moi de faire la gueule. le mec, au final, il ouin alors que c'est lui qui se fait engueuler quand même. Tiens, quel enfer. Pour moi, c'est une série d'aventures. Je m'attendais à une scène post-générique où il teasait une série sur Bo-Katan, sur la construction de Mandalore, une nouvelle menace, etc. Mais il pourrait y avoir pas mal de trucs comme ça. Il pourrait y avoir pas mal de trucs. Il aurait pu y avoir pas mal de trucs comme ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas allés au bout. Genre, pour moi, la saison 4, il pourrait être un peu Ranger pour la Nouvelle République. Et puis amener à d'autres choses. Et pourquoi pas à Grogu qui apprendrait les techniques mandaloriennes et de chasse à la prime ou des trucs comme ça. Je sais pas. Ou rejoindre, voilà, comme dit El Padre, rejoindre Throne. Des trucs un peu dans cette consistance. Je sais pas. Ah, moi, je pensais déjà qu'il y aurait une idylle peut-être entre Mando et Bo-Katan, il n'y en a pas eu. Comme quoi, à l'instar de moi et Léa, Mando aussi s'est fait friendzone. C'est pas grave, ça nous fait un point commun. Un quoi? Puis l'arc de Grogu a été tué, vu qu'on n'aura pas son entraînement à la force. Bah ouais. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas partis dans ce principe-là. Ils auraient pu faire un truc à la Anakin Solo, avec un mec qui a la force et qui est chasseur de primes, etc. Mais bon, le potentiel, de toute façon, avec Grogu... c'est pour ça que c'est ton perso préf. Mais tu sais que ça se paiera un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Hein. Ça se paiera. Pour moi, t'es pas gagnante. Hein. Ça va se payer... Bon, de toute façon, on est tout à fait honnête. Ça va se payer en une séparation où finalement, 30 secondes plus tard, on va se dire qu'on s'aime. Et puis, voilà. Soyons tout à fait honnêtes. Dans la foulée, on va se remettre ensemble. Donc, ouin de... le ouin de retour. Bah, en même temps, je fais un live sur Star Wars. Je suis bien obligé de faire un peu mon Anakin. Hein. Sauf que là, c'est plus l'Anakin qui l'empêche de grandir. C'est pas l'Anakin qui offre des poires à sa campagne, puisque lui n'était pas friendzone, contrairement à moi. Donc finalement, je m'éloigne. Je m'éloigne pas mal d'Anakin. Je suis un peu plus un Kenobi avec Padmé, là, pour le coup. Peut-être que ça aura lieu quelques années plus tard avec Grogu qui a grandi. Ouais, mais comment l'agencer, quoi. Moi, après, je pars du principe que voilà, ça finit trop bien et que Mando finira par mourir. Maintenant, bon, reste à savoir ce qu'ils vont en faire derrière. Je pense que travailler pour la Nouvelle République permettrait de voir de nouveaux personnages, que ce soit de Rebels, peut-être un Leia ou des choses comme ça. Oui, ça, pour le coup, effectivement, ça pourrait relancer. Pareil, il y a beaucoup... Enfin, est-ce que on va encore avoir des ersatz de la postlogie? Ou est-ce que la postlogie... du coup, va être retravaillée grâce à Ahsoka?
Ah bah ça, je préfère à mon cœur. Ça, c'est mieux. Ça, voilà, ça, c'est l'Anakin que j'aime bien. Je pensais revoir Timothy Olyphant, moi, dans la saison 3. Ouais, mais quel intérêt. Alors après, il y a beaucoup de personnages qu'on pouvait pas faire revenir. Il y a forcément beaucoup de personnages dans Mando qu'on pouvait pas faire revenir. Tous les gens qui disaient, ouais, on va voir Anna Leia ou Boba Fett, pour refaire. C'est pas dans le final qui va revenir. Si à un moment donné, le mec est pas revenu dans les 7 premiers épisodes. C'était peut-être à un moment donné, en milieu de saison, qu'il fallait le refaire revenir. Moi aussi, je t'aime, ma Padmé. Mais voilà, c'était peut-être à un moment donné, tu vois, en milieu de saison qu'il fallait restructurer ça et retravailler ça. Si en milieu de saison, au moment de la quête de Mandalore, Mando disait j'ai un pote qui peut nous aider, et voilà, il faut rassembler du monde. Ok, mais faut savoir aussi que contrairement à Django, Boba n'a rien d'un Mandalorien. C'est ça aussi à voir. Pourquoi faire revenir Boba Fett, sachant que de base, Boba n'est même pas Mandalorien, il épouse pas le credo Mandalorien, il est juste chasseur de primes, et il a l'armure de son père. C'est l'armure de son père qui compte, c'est l'armure de Django, mais lui n'est pas Mandalorien. Django, oui, Django, lui, il a épousé, on le sait, hein, par rapport à son histoire, Django a épousé pas mal de temps le credo Mandalorien, il a été élevé, je crois, par les Mandaloriens. Mais c'est ça le truc, c'est Boba n'avait rien à faire dans la saison 3. Pareil pareil malheureusement pour Ahsoka, pareil pour Anne et Leia. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de personnages qui auraient eu potentiellement possibilité de revenir. Alors après, tu pouvais peut-être faire des choses. Ils en ont mis des caméos. On a eu le caméo de... C'est pareil, un truc qu'on n'aura jamais revu finalement. Mais dès le premier épisode, on voit des espèces d'ombres qui pourraient coïncider avec les créatures et Ezra. Comment dire Putain. De Rebels. Ok, mais quel est l'intérêt ensuite? Enfin, tu nous le mets là comme ça, c'est pourquoi? C'est pour titiller un petit peu l'éminence de ceux qui ont regardé Rebels? Tu te dis, bah c'est cool, mais il faut que ça ait un intérêt narratif. Le retour de... Comment il s'appelle la créature là qui fait partie du groupe des personnages principaux de Rebels, qu'on voit justement dans l'avant-poste de la République, où on se doute qu'il est devenu... Zeb, voilà, merci. Où on se doute qu'il est devenu pilote pour la Nouvelle République, etc. Bon, ça c'est cool, mais à quelle fin? C'est juste un petit caméo. Mais c'est ça que justement la saison 1 et 2 avaient bien réussi. Et encore la saison 1, des caméos, il n'y en avait même pas. Mais c'est ça que la saison 2 avait bien réussi. Quand Ahsoka, elle revient, elle est importante. Quand Luke, il revient, il est giga important. Quand Boba Fett revient, il est important. Pour le scénario, pour l'ensemble, etc. Il est même teasé assez rapidement, hein, Boba. Voilà, ça c'est des choses où il voit loin, et c'est peut-être ce que nous dit Jugger, ouais, peut-être que Filoni, il voit loin, il a les idées, etc. Et là, on sent que c'est mis, des caméos, il n'y en a pas 50, mais on sent que c'est mis en mode, attention à la quote, au petit bonheur la chance. J'ai 2000 ans. Voilà, tu vois, tu te dis, ok, c'est cool, mais c'est mis là, un peu au pif. Voilà, c'est, bon, bah, à la bonne heure. C'est vraiment mis là, genre, à la bonne heure. Alors, ça fait plaisir, mais bon... Ahmed Best pourrait devenir important avec d'autres flashbacks. Ouais, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire... Ouais, oui. Franchement, est-ce qu'il y a des gens dans le chat là qui sont intéressés par l'idée d'avoir des flashbacks sur donc le Jedi qui a sauvé Grogu? Parce que si c'est pour que dans toutes les prochaines saisons, en fait, on ait une scène par saison qui nous montre ça au fur et à mesure, avec les guillemets, avec... ouais, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Mais c'est une référence à Joey dans Friends, qui fait ça régulièrement quand il comprend pas les trucs. Enfin, moi j'ai plein de références cinématographiques et filmiques, étant donné que je suis très 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 cultivé. Donc forcément, ma vie est un peu un cinéma moderne. J'ai eu une grosse séance au basket, les gars. Je suis un peu fatigué, hein. Ça n'excuse rien, Valentin. Quel enfer. Le Valentin avec le poing, c'est la catastrophe, je te jure. C'est là que je sais que c'est violent.
Cinéma Paradisio, voilà, c'est un petit peu mon petit nom propre. Mais non, ouais, moi, un cinéma moderne réalisé par Truffaut, si tu veux, à la limite. À la limite, mais c'est bien Truffaut. Truffaut, excusez-moi, hein, mais Truffaut, il a un Godard dans chaque jambe. Il y a du cinéma de Truffaut, moi, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le Truffaut, en vrai, j'aime bien. De Truffaut a beaucoup, beaucoup, notamment, inspiré Spielberg. Godard, ça rempiche super fort. Ah non, moi, Truffaut, j'aime bien, ouais. Mais non, ouais, c'est la rupture. Et c'est la catastrophe. Non, mais c'est pas non plus le réalisateur que je vais regarder en pré, voilà, mais bon, ça me dérangeait pas, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Godard, c'est surtout quand il y a Belmondo que c'est bien, quoi, parce que sinon, Godard, il se regarde beaucoup filmer, hein. Après, l'avantage aussi que j'ai, c'est peut-être que à la fac, euh, j'en ai peut-être moins bouffé que toi. C'est sûr que si toi, forcément, t'as eu des cursus Truffaut à gogo, peut-être que moi aussi, ça m'aurait saoulé. Mais là, pour le coup, moi, c'est vrai à l'époque, j'en avais pas eu tant que ça, donc ça va peut-être moins marqué. De toute façon, on sentait que, voilà, on sentait quand même que ça cherchait la rupture depuis longtemps, ça faisait déjà de la friend zone, etc. Bon, voilà, ça m'envoyait des messages subliminales. Tant pis, je suis maintenant une meute de un loup. Godard, je fais vraiment un rejet à cause de la personne. Ah bah, il est con comme une meule en plus, hein. Lui, c'est vrai qu'il se la raconte de ouf, et c'est quand même un mec très très aigri, très... comment dire. Moi, c'est toujours l'exemple de Tarantino, moi, qui me fusille, mais comment tu peux me dire que Tarantino, déjà, fait du mauvais cinéma, c'est surréaliste, et dire que c'est un faquin et un guignol, alors que Tarantino est bande à part, tu vois, genre le truc de sa prod, tellement il est fan de ce cinéma français-là. Je trouve que ça le fait pas trop, tu vois. Il a mal vieilli, il a mal vieilli, Godard. Je sais même pas comment on en est arrivé à parler de ça. Mais, euh, mais non, 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 ouais, oui, il manque des choses sur Mando. Il manque des choses. Ah non, même pas, j'ai juste des yeux et du goût. Alors après, en vrai, toute la filmographie de Truffaut est toujours moins chiante que les 3 premières saisons de Peaky Blinders. Hein, quoi? Oula, attends, il fallait que je termine mon thé. Ouais, alors en même temps, un Truffaut, c'est moins chiant que les premières saisons de Peaky Blinders. Fun story! Tout à l'heure à la salle, j'entends deux potes à côté qui me disent qu'ils se sont mis à Peaky Blinders. Et pareil, hein, putain, les premières saisons, ils ont eu du mal et après, ça a commencé à aller bien. Preuve est que je suis pas le seul. Je suis pas le. Bon stream, Valwarter. Je suis pas le seul à avoir trouvé que les premiers épisodes de Peaky étaient longs, 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 hein. Non, mais je t'écoute plus. Ça change rien au fait que je t'aime, hein. Et pour très 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 longtemps, et avec tout ce qui s'ensuit, et que tu sais bien. Notamment sur le fait que je serai là quand tu seras à Bordeaux, par exemple. Par exemple, je dis ça comme ça, j'annonce ça comme ça. Mais c'est toujours important de rappeler que justement, c'est aussi parce que Madame existe qu'il y a cette envie. On va voir. Ça, normalement, ça devrait me faire rattraper bien. Là, tu pousses un bouchon, là, tu pousses un bouchon loin. C'est top, Pinky, la fin est plus faiblarde. Ah, moi, ça a été l'inverse sur Peaky Blinders. Moi, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de rythme au début, et qu'à partir de la saison 3, ça commençait à être pas mal. Saison 4 et 5, j'ai trouvé que c'était proche du chef-d'œuvre. Bon, la saison 4 de Peaky Blinders est pour moi un chef-d'œuvre, hein. En même temps, tu me mets Adrian Brody. Le casting est super, la musique est super. Enfin, non, si, c'est vrai que globalement, c'est très bien. Mais je l'aurais pas en coffret si je trouvais pas ça bien. Mais peut-être qu'il faudrait que je les re-regarde les 3 premières saisons. J'ai déjà une saison 6 à voir. Avec un chocolat chaud maison et madame. Où là, normalement, je sais que je marque des points aussi. Un chocolat chaud concocté par son homme, avec un petit temps pluvieux, une petite musique blues, et l'intégralité de la saison 6 de Peaky Blinders. Ça, normalement, ça devrait me faire regagner des points. Mais non, ouais, on verra, hein. On verra un petit peu ce que ça donne sur Mando. Mais une question que je me posais quand même. Euh, Est-ce que vous le voyez mourir, le Mando?
pour clôturer ce live. Dernière petite question un petit peu intéressante quand même. Est-ce que pour vous, on peut avoir, que ce soit dans la saison 4 ou par la suite, la mort du Mandalorien? Justement, par le fait que la série se termine peut-être trop bien pour pouvoir se poser la question. S'il meurt fin de la série, pour toi, je pense qu'il mourra pas à la fin de la série. Moi, je pense qu'il pourrait mourir dans le film prévu par Dave Filoni sur la fin de la série, justement. Ouais, je pense comme Clément, ouais. De toute façon, si on suit la vie de Grogu, faudra forcément y passer par sa mort. Eh mais quid de Grogu après? Ouais, Grogu, qu'est-ce qu'on va en faire si Mando meurt? Quelle est la finalité de Grogu en vrai? Une fois que Grogu est formé, etc., il perdra son père et ça développera encore plus le perso. Ouais, c'est possible, mais à quelle fin? Quelle sera la finalité de Grogu? Parce que là, c'est pareil, je veux dire, bon, il n'y a pas non plus eu d'avancée temporelle énorme. Donc là, il faudrait vraiment, à mon avis, que les prochaines saisons soient beaucoup plus loin pour donner beaucoup plus de possibilités à Grogu. Grogu pourra pas rester un bébé éternellement, mais Grogu, quelle va être la finalité de son personnage? Je suis même pas sûr qu'il le sache. Parce que là, t'en resterais là. Bon, bah du coup, on sait qu'il va le former, etc. Je trouverais ça limite plus intéressant. Alors que derrière, bon bah effectivement, s'il y a une continuité, quelle sera la continuité de Grogu derrière? Il va rencontrer la Skywalker ultime. Oh, ouais. Vous imaginez si au final, Grogu... Imaginez un monde où en fait, le Mandoverse continue. On est plus tard, avec peut-être un Pedro Pascal un peu plus vieillissant. Grogu voit son père mourir et se dit que maintenant il veut suivre la voie du Jedi et il retrouve Rey. Et imaginez qu'en fait le film qui est prévu sur Rey, Grogu soit dedans. Avoir suivi Mandalorian pendant tant de temps, avoir tellement kiffé Grogu pour qu'il se retrouve avec Rey. Il y a un monde où c'est possible. Il y a un monde où c'est possible, hein. Ou même si Grogu, il veut pas embrasser la voie du Jedi, mais où voilà, fatalement, il est recueilli par... Avec un retour de Palpatine. Bah oui, forcément, parce que Palpatine... Même dans Kenobi, on a remis Palpatine. Il faut toujours qu'il y ait Palpatine. Bon, au moins, dans Kenobi, ça avait un sens. Putain, dans Star Wars 9... Oh putain, Star Wars 9. Ah, c'est violent, Star Wars 9 aussi. Hein. Putain, vache. J'ai jamais rien vu d'aussi mauvais depuis le film La Haine. Hein, quoi? Hein? Pardon? Non. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je rigolais. Je rigolais. Le mec, il se prépare à l'offensive. D'ailleurs, Grogu sera un Skywalker et il me dira devant le coucher du soleil. Il me le dira devant le coucher du soleil sur Tatooine. Oh putain. Je m'appelle Grogu Skywalker. Ah, l'enfer. Ah, l'enfer. Ah, je pète un câble. Et ça me stresse de le savoir, mais tout va dans ce sens. Bah, ouais, je sens qu'ils veulent faire quand même le lien avec la postlogie. Ils savent qu'ils ont que les séries pour ça. Hein. Ils ont que les séries, en fait, hein, pour rallier à la postlogie. Ils ont pas de film, ni quoi, ni rien. Donc, ouais. Yoda avait plus de 800 ans. Ouais, mais Yoda était vieux sur la fin. Avec Grogu, il va pas attendre d'avoir 250 ans pour commencer à dire des mots, quoi. Parce que sinon, voilà, Grogu sert à rien. Enfin, je veux dire, si Grogu, le seul but, c'est qu'il soit bébé et puis qu'il fasse des bruits mignons, bon, c'est cool, hein. Moi, j'aime bien Grogu, j'adore Grogu. Mais à un moment donné, tu te dis, bah frère, fais un truc, quoi. Tu vas faire une série dans 400 ans ou... Tu pourrais, ça, à la limite. Mais comment tu l'agences, cette série-là? Ou ce film-là? Si on vous dit, on va faire un film sur Grogu qui se passe 400 ans après la fin de l'épisode 6.
avec les nouveaux Jedi, les trucs, ce serait couillu, mais comment tu fais en sorte que Grogu, il survive jusque-là? Comment? Par quel contexte? Etc. Ça veut dire, quelle va être la finalité? Déjà, Grogu, Mandalorien, quoi. Je sais pas. Ils veulent pas laisser tomber la post-logie, ils savent que s'il y a Grogu dedans, les gens vont regarder. Je suis même pas sûr. Comment ça va, mon Yaya? J'ai mal à la tête à cause des effets spéciaux dégueulasses du trailer 2 de Flash, c'est ignoble. Ah merde! Je l'ai pas vu, mais j'avais vu des teasers qui apparemment avaient l'air affreux. J'avais vu des teasers qui avaient l'air vraiment, vraiment, vraiment super moches. Et notamment sur Ben Affleck. Ça m'avait fait peur. Très sincèrement, ça m'avait fait peur. Avec Ray, il aura 70 ans, il aura peut-être 15 ans en âge humain. Ouais, bah oui, mais ça pourrait être... Et encore. Ah ouais, si, oui, potentiellement, ouais. Ah oui, alors Mando, ça fait longtemps qu'il sera mort. Non, attends, Ray. Ah bah non, mais il aura pas 60... Ah bah si, oui, si, parce qu'il a déjà une cinquantaine d'années, là, je crois. Ouais, je sais pas. En tout cas, compliqué hein, pour déceler l'avenir de Mandalorian. On va s'arrêter là pour ce soir. On a fait un tour d'horizon qui était quand même bien sympathique. Et c'est normal, étant donné que c'était moi qui gérais le live et que je participe à cet état d'esprit de transcendance, en tout cas, de vouloir à chaque jour un peu plus s'illuminer de mon talent inégalé. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain sur Twitch, normalement, pour la suite de nos aventures sur Jurassic. Le planning a été... Le planning a été diffusé un petit peu partout. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. On reparlera très probablement de Star Wars le 4 mai. J'essaierai de faire un live dessus. Ce sera jeudi prochain puisque ce sera May the Force. Donc du coup, ce sera la journée spéciale Star Wars. Il y aura peut-être des petites infos, des choses comme ça. Donc on essaiera de parler un petit peu de Star Wars, de l'ensemble, de l'avenir, etc. Ça pourra être cool. Sinon, prochain live Star Wars aussi, ce sera Jedi Survivor qui tombera dimanche. Pour ceux qui veulent me voir jouer au jeu et découvrir le jeu, et ben on se fera ça directement dimanche. Je vous fais des bisous. Le live sera en rediffusion dès demain. Des bisous!